Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le retour de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos à Luanda. C'est en 2019 que l'ancien chef de l'État avait quitté l'Angola pour l'Espagne. Il a séjourné à Barcelone officiellement pour raisons médicales. Les résultats de l'enquête menée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie sur les conditions de vie des ménages au Sénégal, résultats selon lesquels le taux de pauvreté monétaire est en baisse. Et puis le Rwanda qualifié pour les demi-finales du championnat africain de volley-ball féminin, une première pour l'équipe rwandaise. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la Guinée sanctionnée lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO. Les dirigeants ouest-africains étaient réunis ce jeudi 16 septembre, sommet durant lequel plusieurs mesures ont été adoptées. Parmi elles, une interdiction de voyage a notamment été imposée aux membres du CNRD ainsi qu'à leurs familles. Un gel de leurs avoirs financiers a également été acté. Les chefs d'État se sont ensuite prononcés sur la durée de la transition qui ne devrait pas dépasser 6 mois. Concernant la suspension de la Guinée de toutes les instances de la CEDEAO, la décision reste en vigueur jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Notons que le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, doit se rendre sur place pour demander la libération immédiate du président déchu Alpha Condé. Il fait son grand retour après 2 années d'exil. L'ancien président angolais José Eduardo dos Santos est rentré au pays ce mardi 14 septembre. Un retour qui suscite un bon nombre d'interrogations dans la mesure où le congrès du parti au pouvoir, le mouvement populaire de libération de l'Angola, doit se tenir en fin d'année. Nathalie Mo. L'ex-président de l'Angola, José Eduardo dos Santos, est revenu d'un exil de 2 ans le 14 septembre 2021. Un retour discret de l'homme qui a dirigé l'Angola pendant 38 ans. Les raisons de son arrivée dans le pays n'ont pas été dévoilées, mais des observateurs font le lien avec la tenue du congrès du parti au pouvoir. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola tiendra son congrès en décembre 2021. Eduardo Santos, qui a dirigé ce parti plus de 30 ans, devrait jouer un rôle prépondérant et devrait sans doute y participer activement. Sauf que M. Lorenzo a mené un grand ménage au sein du parti et a pris le soin d'écarter la garde rapprochée de Dos Santos des instances dirigeantes du parti au pouvoir, des entreprises et institutions publiques. L'Angola prépare des élections générales en 2022. Le retour de l'ex-dirigeant dans ce contexte surprend, lui qui s'est officiellement retiré de la vie politique en 2017. Il bénéficie actuellement du statut d'ancien président de la République qui lui confère une immunité présidentielle jusqu'en 2022. Des poursuites judiciaires pour corruption pourraient à ce moment-là être lancées contre lui. N'étant plus protégé par la Constitution en 2022, Eduardo dos Santos devrait normalement répondre à la justice angolaise par rapport à certains chefs d'accusation dont il fait l'objet aujourd'hui. Il devrait sans doute aussi répondre par rapport aux accusations dont fait l'objet ses enfants, puisque c'est lui qui était à la tête de l'État en ce moment-là. Mais on peut aussi espérer qu'à l'issue du congrès du MPLA de décembre prochain, qu'il y ait sans doute une clause politique qui lui permettrait d'échapper définitivement à la justice angolaise. José Eduardo dos Santos, 79 ans, avait quitté l'Angola pour Barcelone, en Espagne, en avril 2019, officiellement pour raison de santé. La durée de son séjour en Angola n'a pas été précisée. Nouvelle avancée dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le président français Emmanuel Macron a annoncé sur les réseaux sociaux dans la nuit du 15 au 16 septembre la mort d'Adnan Abou Walid al-Sahraoui, chef du groupe terroriste État islamique dans le Grand Sahara. L'homme a été neutralisé au mois d'août par les forces françaises dans le cadre de l'opération Barkhane. Plus de précisions dans ce sujet de Philomène Tine. Suite à une frappe de la force Barkhane, le chef du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara, EIGS, Adnan Abou Walid al-Sahraoui, a été abattu par les forces françaises. Il serait tombé le mois dernier entre la localité malienne de Menaka et la frontière nigérienne lors d'une opération militaire ciblée menée fin août. Les autorités françaises s'en réjouissent. Adnan Abou Walid al-Sahraoui, chef du groupe État islamique au Grand Sahara, a été neutralisé par les forces françaises. Il s'agit d'un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel.
Cette annonce intervient au moment où la France opère une refonte de ses forces militaires au Sahel. Dans le même temps, les autorités maliennes seraient en passe de signer un accord avec le groupe paramilitaire russe Wagner, une opération que la France juge incompatible avec sa présence militaire. Ce 15 septembre, le président français Emmanuel Macron a menacé d'un retrait. Il s'agit là d'un coup assez important pour l'armée française Barkhane au Mali. L'impact concrètement sur la nébuleuse elle-même, c'est un coup qui peut, dans un premier temps, déstructurer le mouvement. En même temps, il faut tout de même se garder de tout triomphalisme hâtif. Le timing pour ce type d'annonce n'est jamais innocent. Maintenant, est-ce que le contexte préélectoral en France a joué? Est-ce que les manifestations contre la présence militaire française ont joué? Est-ce que c'est lié à l'information qui a été ébruitée par la presse sur une possible négociation, discussion entre les autorités de la transition au Mali et la société de sécurité privée russe, Wagner? Est-ce que c'est l'ensemble de ces éléments qui a conduit le président français à faire cette annonce à ce moment précis? Je pense qu'on peut effectivement faire le lien avec ces trois éléments à la fois. Ancien membre du Front Polisario, puis de la mouvance djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI, Adnan Abou Walid al-Sahraoui avait été désigné comme un ennemi prioritaire au Sahel début 2020. C'est en 2015 qu'il a fondé le groupe État islamique au Grand Sahara, une organisation classée terroriste responsable d'attaques meurtrières au Mali, au Niger et au Burkina Faso. L'actualité, c'est aussi le Togo qui s'apprête à créer un guichet unique pour la mobilisation de recettes non fiscales dans le secteur maritime. Le gouvernement s'est penché sur le sujet ce 15 septembre lors du Conseil des ministres, une mesure qui intervient à l'heure où les investissements dans ce domaine ont connu une hausse. Avantage notable de ce guichet unique, les procédures et déclarations de recettes non fiscales devraient être simplifiées pour les acteurs issus de ce secteur. La situation sécuritaire semble s'améliorer dans la province de Cabo Delgado au Mozambique. Les civils ont commencé à regagner certains villages de cette zone secouée par des attaques djihadistes depuis 2017. C'est le constat effectué par la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe dans un communiqué paru ce mardi 14 septembre. Mildred Diamou. Le calme et la stabilité sont rétablis dans certaines parties de la province mozambicaine de Cabo Delgado. Selon un communiqué de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe au Mozambique, les habitants de certains villages de cette province troublée qui ont fui en raison des attaques terroristes ont commencé à regagner leur localité. La position officielle du gouvernement mozambicain est à saluer, mais quand même il faut se rendre compte à l'évidence, comme à l'instar du Mali, comme à l'instar du Tchad, comme à l'instar de la RCA, il est normal que le gouvernement mozambicain fasse appel à ses voisins extérieurs parce que c'est un problème qui risque de se métastaser. Compte tenu de la nature de la menace qui est exogène, qui est latente, lancinante et qui risque de se métastaser, le gouvernement mozambicain a privilégié la démarche communautaire avec les pays de la SADC pour limiter l'expansion de ce nouveau fléau. Début 2021, la province de Cabo Delgado, située au nord du Mozambique, a connu une montée des violences. La réouverture des routes de la ville de Pemba à Macomia, Awase, Mwenda et Nangade, la reprise par les forces armées du contrôle de plusieurs zones sous influence des terroristes, ainsi que le renforcement des patrouilles par les forces mozambicaines ont rétabli la confiance des populations. Ces voies avaient été bloquées par les insurgés islamistes et ont été utilisées pour capturer et isoler les villes de l'aide extérieure. Ce qui se passe au Mozambique, au Cabo Delgado, révèle de la course effrénée pour les ressources stratégiques en Afrique. Les dernières découvertes de gaz et de pétrole dans les côtes mozambicaines ont soudain exacerbé des tensions. On a vu l'apparition de pseudo-rebelles islamiques alliés au Shebab qui ont occupé une certaine portion du territoire mozambicain. Ils ont pris de court les forces gouvernementales et la riposte a été telle que les Shebab ont dû se replier. Depuis que les pays de la SADC se sont mobilisés, en tête l'Afrique du Sud, il y a un semblant de paix, mais quand même il ne faut pas dormir sur nos lauriers parce que les menaces de déstabilisation sont toujours présentes.
Les activités socio-économiques ont repris dans plusieurs localités de la province troublée de Cabo Delgado, notamment dans la ville de Mwenda. La mission de la SADC au Mozambique et les forces mozambicaines travaillent pour renforcer la sécurité dans le but d'assurer la protection des populations et le retour à la vie normale. Rappelons que la province du nord du Mozambique est en proie à une insurrection islamiste depuis 2017. Dans le reste de l'actualité, des chiffres encourageants en matière de transformation du cacao en Côte d'Ivoire. 54 000 tonnes de cacao ont en effet été broyées au mois d'août. Des statistiques divulguées par le groupement professionnel des exportateurs de café et de cacao. C'est 20% de plus que les chiffres enregistrés sur la même période en 2020. Après les perturbations sur le réseau électrique ivoirien entre le mois de mai et juin, la filière cacaoyère retrouve son dynamisme. Pour la campagne 2020-2021, toutefois, les broyages de cacao devraient se chiffrer à 506 000 contre 514 000 durant la campagne précédente. Au Sénégal, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie a livré ses conclusions après son enquête sur les conditions de vie des ménages, alors que le nombre de personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté a augmenté, passant de 5,8 millions à plus de 6 millions entre 2011 et 2018. Le taux de pauvreté monétaire a quant à lui diminué, des résultats qui ont poussé le ministère de l'économie à faire une mise au point. Philomène Tine. De 2011 à 2018-2019, le niveau de pauvreté au Sénégal a baissé de 5 points, indique une étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du pays ANSD. En dépit de cette baisse, le nombre de pauvres a augmenté au Sénégal et s'est estimé à 5 832 008 personnes en 2011 contre 6 032 379 personnes en 2018. Quant au taux d'extrême pauvreté, il a chuté et est passé de 12,2% à 6,8% sur la même période. C'est donc, à mon avis, un diagnostic extrêmement pertinent pour au dispositif des politiques sociales mises en place par le gouvernement du Sénégal. Mais il faut se garder peut-être de vouloir coûte que coûte continuer sur ces politiques sociales qui font dépenser beaucoup d'argent au gouvernement. Je crois que c'est le moment peut-être quand même de revoir les choses pour une meilleure approche. L'enquête de l'ANSD laisse croire que la pauvreté a augmenté au Sénégal, mais le ministère de l'économie, du plan et de la coopération a analysé ces résultats sous un autre angle. Il indique que cette hausse de pauvres a été moins importante que celle de la population qui a progressé de 3 205 415 habitants sur la même période. Ainsi, le taux de pauvreté a nettement reculé d'après les services du ministère de l'économie du pays. Le ministre hôte, ministre de la planification, est effectivement intervenu pour essayer de stigmatiser cette enquête. C'est un homme politique, il faut le comprendre. Mais je crois que ce qu'il ne veut pas voir ou entendre, c'est l'échec justement des politiques sociales comme la bourse familiale, la CMU, il y a la microfinance et il y a la DER. Les statistiques de l'ANSD montrent également que le taux de pauvreté du Sénégal est le plus bas de la zone UEMOA. Toutefois, la population sénégalaise depuis quelque temps fait face à une hausse des prix et une rareté des denrées alimentaires. Ces prix à la consommation en 2021 se sont accrus de 1,2% par rapport à 2020. Un mot de sport à présent avec la qualification du Rwanda pour les demi-finales du championnat africain de volley-ball féminin. Le pays est parvenu à s'imposer, notamment face au Nigeria. C'est une première dans l'histoire de l'équipe rwandaise. Reportage de notre correspondant Fraterna Kaisenga. L'équipe féminine de volley-ball au Rwanda s'est qualifiée pour les demi-finales du championnat africain de volley-ball féminin en cours à Kigali, la capitale rwandaise. Même s'il leur reste un match, les Amavubi se sont déjà offert un tour demi-finale pour la toute première fois de leur histoire. C'est la joie, mais la route est toujours longue selon l'entraîneur adjoint de l'équipe. C'est vraiment une grande joie de pouvoir se qualifier et c'est une première dans notre histoire. Je crois que les filles le méritent vraiment car elles ont travaillé dur, mais ce n'est pas encore fini. La route est encore longue. Nous avons encore 2 matchs pour aller en finale et on ne dort pas.
Pour arriver à cette qualification, les Rwandaises ont d'abord battu les Marocaines 3-7-0 et ensuite le Nigeria 3-7-0 également. Ce 16 septembre, elles devront affronter les Sénégalaises pour un match de qualification qui ne changera pas grand-chose, mais les Rwandaises sont déterminées à sortir de l'ombre pour cette fois. C'est vrai, nous avons de nouvelles joueuses avec qui nous n'avons pas évolué ensemble, mais nous nous sommes entraînés ensemble et même si on n'est pas encore arrivé à un niveau de synchronisation satisfaisant sur le terrain, on y travaille. Nous devons le faire pour gagner. Jusque-là, le Rwanda est premier de son groupe, composé également du Maroc, du Nigeria et du Sénégal. Dans le groupe B, c'est le Cameroun qui dirige. Les deux premières équipes dans chaque groupe seront qualifiées pour les demi-finales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.